À la suite des élections d'hier soir, c'est le Parti libéral qui entre au pouvoir. Vos infocampus commencent maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Eve-Marie. Bonsoir Cassandra. C'est donc hier que le Parti libéral a obtenu le pouvoir. Effectivement, à peine 30 minutes après le début du dépouillement des votes, les libéraux se démarquaient déjà des autres partis. C'est d'ailleurs Philippe Couillard qui a remporté les élections avec un total de 70 sièges. Il formera donc un gouvernement majoritaire. Ce soir, le peuple québécois nous a donné le mandat de gouverner le Québec au cours des 4 prochaines années. Il me confie celui d'être leur premier ministre. J'accepte cet honneur avec sérénité, humilité et confiance, conscient de l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Ce soir, devant vous, je m'engage à diriger un gouvernement responsable, compétent, intègre et transparent. Le Parti québécois, quant à lui, formera l'opposition officielle grâce à l'élection de 30 de ses députés. Ces derniers devront se partager la tâche avec les 22 députés caquistes élus à l'Assemblée nationale. Pour Québec solidaire, la chef du parti, Mme Françoise David, affirme avoir atteint ses objectifs puisque 3 de ses députés représenteront son parti à l'Assemblée. Soulignons que c'est sans surprise que Mme Marois a annoncé sa démission après avoir recueilli un nombre insuffisant de votes. Il y aura donc une course à la chefferie pour le Parti québécois dans les prochaines semaines. Oui, en effet, mais il faudra attendre le post-mortem de cette élection avant d'entamer le processus. Le Red Bull Crash Test était de retour à Québec pour une 9e édition. Ma collègue Cassandra s'est rendue sur les lieux en s'interrogeant sur la visibilité qu'un tel événement pouvait apporter à la Ville de Québec. Voici son reportage. C'est au cœur de la Ville de Québec que s'est déroulée la finale du Red Bull Crash Test 2014. Les Québécois sont ravis de pouvoir accueillir une 9e fois ce championnat puisqu'il contribue à faire connaître la capitale au plan international. C'est vraiment une fierté d'abord qu'ils choisissent le site de Québec pour, dans le fond, faire le couronnement dans le fond d'une saison complète. Fait que non, c'est le fun. C'est sûr que ça va faire beaucoup de visibilité en fin de semaine pour Québec, là. En 2013, le sport de patinage de descente extrême a connu une année record alors que 5 épreuves ont attiré une foule de plus de 200 000 personnes. Les athlètes professionnels semblent aimer compétitionner à Québec en raison de son parcours unique et son large public. Bon, c'est toujours bien d'être à Québec, c'est la finale. Il y a beaucoup de monde et la piste est sympa cette année, donc c'est cool. Ça serait quand même bien d'avoir toujours un événement ici à Québec, ou peut-être Montréal, mais Québec, moi je trouve que c'est vraiment une belle ville. Je me suis toujours bien amusé, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel événement. Patrice Drouin, président de chez Gestev Inc., explique que la Ville de Québec est parfaite pour accueillir cet événement. La ville, l'architecture, la topographie de Québec permet certaines choses, comme Crash Test. Et quand c'est diffusé à l'international, les gens vont voir la belle ville, ils vont se dire « Je savais pas que c'était existait en Amérique du Nord, Québec. Alors, que cette belle ville était là, je vais aller visiter. » Il faut travailler toujours l'image à l'extérieur. Pour réussir à convaincre la multinationale autrichienne de revenir dans la capitale de Québec, le promoteur de l'événement a déjà un plan de match pour l'année prochaine. Quant à moi, ce serait de reprendre le même site qu'on vient de tenir, où on vient de tenir le Crash Test 2014, et de l'améliorer. Il aspire donc à améliorer la présentation, le niveau de difficulté de la piste, l'accueil des gens, ainsi que l'accès aux meilleurs endroits pour surveiller la course. Et à ce sujet, nous venons d'apprendre que le Red Bull Crash Test quittera Québec l'an prochain. Oui, en effet, c'est confirmé. Edmonton sera la ville hôte du Crash Test 2015. Pour Gestev, il ne s'agit que d'un petit changement puisqu'ils continueront à être impliqués dans la gestion de l'événement comme ils l'avaient été à Niagara. Patrice Drouin et son équipe affirment être très heureux du nouvel emplacement puisque la compagnie autrichienne, ça leur permettra d'élargir leur marché. Toujours à Québec, le défilé de la Saint-Patrick a lancé le coup d'envoi à sa 5e édition. Caroline Dallaire-Vallée s'est rendue sur les lieux. Oui, Eve-Marie. En effet, c'est sous la neige que se sont déroulées les festivités de la Saint-Patrick. Mais loin d'être qu'une simple fête, ce défilé représente bien plus pour la communauté anglophone. Voyons ce que Caroline nous a préparé. Le défilé de la Saint-Patrick était de retour à Québec ce samedi pour une 5e édition.
Loin d'être qu'une simple festivité, le défilé annuel de la Saint-Patrick est un événement incontournable pour la communauté anglophone de Québec, qui tire d'ailleurs plusieurs de ses racines de l'Irlande. Moyen important de conserver et de promouvoir l'expression de cette communauté, le défilé de la Saint-Patrick attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. Cette année, parmi eux, se trouvait notamment Chantal Dallaire, anglophone d'ascendance irlandaise. On est très fiers d'être irlandaise puis d'avoir des parades pour souligner ces traditions. Le président du défilé, M. James Donovan, a quant à lui vanté l'unicité de cet événement. Moi, je vous dirais que la Saint-Patrick, c'est assez particulier, en fait, comparativement à d'autres fêtes nationales. On est le seul défilé irlandais francophone au monde. Pour le président de The Voice of English Speaking Québec, organisme dont la mission est de préserver la langue anglaise, la parade de la Saint-Patrick est un important faire-valoir de la communauté anglophone. An opportunity like the St. Pat's Parade is golden opportunity for us all to show to the francophones that we're. Encore cette année, le défilé de la Saint-Patrick a connu un succès monstre, accueillant plus de 50 000 spectateurs. Caroline Dallaire-Vallée, pour l'Exemplaire. On peut également souligner que cette 5e édition a battu un record d'assistance, alors que la foule s'est fait plus nombreuse que lors des années précédentes. Merci, Caroline. L'égalité, les femmes et les hommes l'ont en droit, mais en réalité, c'est une toute autre chose. Elle n'est pas acquise et elle demeure un sujet d'actualité. Comment se retrouve-t-elle? Ève-Marie s'est posé la question. Lorsque l'on parle féminisme, le premier mot qui nous vient à l'esprit est égalité. Selon le Conseil du statut de la femme, l'égalité est accomplie lorsque toute personne a la possibilité de réaliser tous ses droits à la mesure de son potentiel. L'égalité est au cœur même des enjeux de la jeune génération féministe. Ce candidate à la maîtrise en anthropologie de l'Université Laval soutient la place du féminisme. On va dire l'unicité dans la diversité. C'est ça le féminisme, c'est la solidarité. Donc, l'un des grands enjeux d'aujourd'hui, l'équité salariale. Compétences égales, salaire égal. Pour les jeunes femmes, l'une des contraintes est la précarité financière. Emploi Québec mentionne que les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Donc, on pourrait se dire que la société québécoise, en tant que telle, nous inculque le fait que les femmes doivent prendre soin, par exemple, de leurs proches, des enfants. Donc, la majorité des femmes vont quitter leur emploi pour s'occuper de ceux-ci. Donc, ça amène justement une précarité financière. La jeune génération devra se battre contre les stéréotypes toujours présents qui contraignent à cette quête d'égalité. Pour plus d'informations et pour participer à l'enjeu féministe, je vous invite à contacter le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale au numéro qui apparaît en bas de l'écran. Côté sport, Tariq, une nouvelle importante a été diffusée la semaine dernière. En effet, Cassandra, le réseau TVA Sport a annoncé qu'il diffusera en direct les 64 matchs de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en juin au Brésil. Plus près de chez nous, il semblerait que le soccer gagne en popularité auprès des jeunes. Regardons son reportage. Le Québec a une tradition sportive principalement axée sur le hockey. Cependant, un sport déjà populaire en Europe depuis de nombreuses années, le soccer, prend de plus en plus d'importance auprès des jeunes Québécois et Québécoises. La question se pose donc, qu'est-ce qui explique la popularité grandissante de ce sport dans la province de Québec? Philippe Galibois, joueur de soccer collégial 3A au Cégep Sainte-Foy, pratique le soccer depuis 12 ans. Il a donc un avis très concret sur la situation du sport dans la province. Le bassin de joueurs a vraiment augmenté de façon exponentielle depuis une dizaine d'années, notamment à cause du fait que les terrains sont de plus en plus accessibles. Il y a de plus en plus de stades couverts, autant dans la région que dans la province. Le soccer s'est vraiment amélioré aussi dans les dernières années. L'ARSQ est l'Association de soccer régionale du Québec. Cette association s'occupe des clubs, des arbitres et des sportifs dans la province. Monsieur Jean-Pascal Ladoux, directeur général de l'ARSQ, est une personne très bien placée pour donner son avis sur cette question. Les infrastructures, ça s'est considérablement développé. En termes d'organisation de club aussi, dans le sens où il y a de plus en plus d'employés qui sont dans les clubs, qui s'occupent de toute la gestion administrative, la gestion technique. Paul Blot est l'entraîneur-chef de l'équipe féminine de soccer du Cégep Saint-Laurent. Son avis sur la question est d'autant plus intéressant, sachant qu'il a commencé à jouer au soccer à l'âge de 16 ans. C'est grâce aux ethnies, je pense, que ça a commencé. Puis au fur et à mesure, on a investi dans l'infrastructure.
On peut donc constater que la popularité du soccer au Québec ne cesse de croître. En effet, il faut donc s'attendre à ce que ce sport prenne encore plus d'importance dans les années à venir. Ici Tariq Passig, Stade TELUS, à Québec. Des nouvelles dans l'univers du hockey, Caroline. En effet, le comité de sélection a annoncé le 3 avril dernier que Québec sera la ville hôte de la prochaine édition de la Coupe Memorial Mastercard. Le président, M. Paul Wilson, a affirmé qu'une chaude lutte s'était entretenue entre les deux villes qui avaient déposé leur candidature, soit Québec et Saguenay. C'est toutefois les Remparts de Québec qui auront la chance d'accueillir la Coupe Memorial Mastercard l'an prochain, et ce pour une deuxième fois en 12 ans. Du côté de la Ligue nationale de hockey, le Canadien s'est assuré une place au sein des séries éliminatoires. Absolument! Le Canadien de Montréal s'est assuré une place au sein des séries éliminatoires le 1er avril dernier à la suite des défaites simultanées des Devils du New Jersey et des Capitals de Washington. Le tricolore affrontera donc le Lightning de Tampa Bay lors de la première ronde des séries éliminatoires qui débuteront le 16 avril prochain. Québec accorde une grande importance aux humoristes de la relève. Pour en apprendre davantage, Cassandra s'est rendue au Comedy Club. Tous les mercredis, le Comedy Club présente les humoristes de la relève à l'Impérial de Québec. Cathy Rio apprécie beaucoup l'humour et elle considère que c'est une bonne chose de mettre de l'avant les humoristes de la relève. Écoute, voir de la nouvelle relève, c'est toujours plaisant. Puis on a du fun. Puis c'est une belle soirée entre amis. L'humoriste Fred Dubé se sent choyé de faire ce métier. On est vraiment chanceux de faire un métier, une forme artistique, qui est aussi un métier, mais une passion artistique, qui est bien traitée puis qui est mise de l'avant dans la société. C'est très populaire, l'humour, tu sais. Cette fois-ci, c'était Mathieu Cyr qui animait et il retient que du positif de la soirée. Très cool, on a eu une bonne variété de stand-up et le public a très bien réagi. Il ajoute que cet événement constitue un tremplin pour la relève québécoise. Les humoristes qui seront sélectionnés auront la chance de faire leurs prestations lors du Grand Rire Québec qui sera diffusé à Canal D. Cassandra Fradette pour l'Exemplaire. Anthony, vous êtes allé voir l'improvisation pour nous? Oui, en effet, je me suis rendu à la Coupe de cheveux, un tournoi organisé par l'Université Laval, et je me suis attardé à ce qui faisait en sorte que les jeunes sont intéressés par l'improvisation. Je suis présentement à l'Université Laval, où se déroule le tournoi d'improvisation La Coupe de cheveux. Ce dernier est organisé en collaboration par la Ligue d'improvisation dangereuse de l'Université Laval et la Ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. En tout, 16 équipes ont participé au tournoi et plusieurs spectateurs se sont présentés pour assister au match. Moi, je fais de l'improvisation depuis longtemps. Puis j'aime ça regarder aussi, pour apprendre des nouveaux trucs, des improvisateurs qui sont meilleurs que moi. Puis ça détend, c'est drôle, on a bien du fun. Après 30 ans d'existence, l'improvisation continue à attirer des spectateurs, mais aussi des joueurs. J'ai découvert ça au secondaire, aux alentours du secondaire 2, mais j'ai commencé seulement en secondaire 3 à en faire, puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, puis je continue. Est-ce qu'un jour vous voyez arrêter de faire de l'improvisation? Ça va sûrement arriver un jour, quand j'aurai plus le choix, que je vais sûrement vivre ailleurs que Québec à un moment donné, même que le Québec peut-être, mais pour l'instant, je ne l'envisage pas et j'ai pas hâte d'arrêter, nullement. Marc-Olivier Côté n'est pas le seul dans cette situation. En effet, les joueurs qui ont commencé à faire de l'improvisation redoutent le moment où ils devront arrêter. On peut donc se demander qu'est-ce qui fait en sorte que les joueurs sont si attachés à cette discipline, mais aussi pourquoi, après 30 ans, elle est toujours en constante évolution. En fait, une des particularités de l'improvisation, c'est que ça ne peut que faire que suivre les modes. C'est que quand on joue, en fait, quand on fait de l'impro, on est beaucoup nous-mêmes. En quelque sorte, c'est nous qui écrit puis qui joue. Donc, nos textes viennent de nous-mêmes directement. Fait qu'on suit inévitablement les modes un peu. Donc, si quelque chose devient à la mode, ben, il va sûrement s'inclure lui-même dans l'impro en quelque sorte. C'est donc par son adaptation à la société que l'improvisation réussit à garder sa place. Et comme Simon Richard l'a souligné, l'improvisation est en constante évolution et les joueurs espèrent pouvoir continuer à pratiquer cette discipline encore longtemps. C'était Anthony Côté. Bonne soirée. Les ligues organisatrices du tournoi sont présentement en demi-finale. Vous pouvez aller les voir jouer les mercredis soirs et jeudis soirs à l'université. Mais pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook. Merci Anthony. Merci Eve-Marie. C'est ce qui complète vos infos campus en ce mardi 8 avril. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se revoit demain. Bonne soirée.